Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, nous allons aborder le sujet de comment valoriser les artistes féminins invisibilisés. Ce podcast sera divisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de la place et reconnaissance des artistes féminines dans les arts et donc nous allons parler un peu de l'histoire artistique aussi. Dans la deuxième partie, nous allons parler de quelles étapes il faut pour essayer de valoriser ces femmes et leur donner la reconnaissance et la récompense qu'il fallait dans l'Antiquité et au passé, mais qu'on les n'a pas accordées jusqu'à très tard au XXe siècle. Je vais tout d'abord vous renseigner tout d'abord sur l'état des femmes artistes dans l'histoire. Donc, on commence avec la période de Leonardo da Vinci qui a pensé que l'art venait de l'inspiration divine. Et c'était pas tout à fait inattendu qu'il avait cette pensée puisque dès son époque, l'art dépeignait souvent des figures religieuses et on devrait aussi regarder le but de créer de l'art pendant une certaine période. Mais pour Leonardo et dans le monde occidental chrétien, toute chose divine se conjuguait au masculin. Et donc la nature même d'art était voilée dans cette masculinité et c'était difficile pour les femmes d'accéder à ce domaine, sauf si elles étaient issues des pères artistes qui leur enseignaient la peinture. Pendant cette période de Leonardo, il y avait deux femmes artistes qu'il faut mentionner. Sophonisba Anguissola de, 1000 de 1532 à 1625 et Artemisia Gentileschi de 1593 à 1652. Ces deux femmes artistes ont beaucoup inspiré de futurs pères d'encourager les talents de leurs filles. On passe maintenant au temps des Lumières où il y avait des salons littéraires qui étaient un espace féminin pour discuter sur des sujets éducatifs. Et en 1663, Louis XIV, qui était un grand amoureux des arts, a ouvert les portes à tous les artistes de talent sans distinction de sexe à l'Académie royale. Il y avait donc un influx de femmes et les académiciens ont eu peur devant la concurrence féminine. Et ils ont donc mis un quota féminin et ce quota de quatre femmes restait jusqu'à l'arrivée de Rosalba Carrera en France, qui a été la cinquième femme à l'Académie royale à cause de son talent stupéfiant. Pendant cette période de temps, on rencontre des femmes artistes telles que Rosalba Carrera de 1675 à 1757, qui a développé de nouvelles techniques pour représenter la carnation de la peau. Elle faisait des œuvres du pastel à tour de bras, sans faire des croquis, mais juste en jetant directement des couleurs sur le papier. Et c'était tout à fait magnifique. Nous faisons la connaissance également de Angelica Kauffmann de 1741 à 1807, qui était fille de peintre, et même si les femmes étaient interdites d'étudier les nus, elle devient une référence européenne à cause de ses compétences de bien représenter le corps humain sur les toiles. Deux autres femmes qui méritent une reconnaissance particulière, ce sont Elisabeth Vigée-Lebrun de 1755 à 1842 et Adélaïde Labille-Guyard de 1749 à 1803. Et c'était des femmes qui avaient un tempérament de battant. Adélaïde était fille de commerçant, mais elle a passé sa jeunesse chez ses voisins, qui étaient une famille de peintres. On l'a accusée de ne pas être le vrai auteur de ces peintures, mais pour prouver que c'était vraiment elle qui les a fait, elle a fait des portraits de tous les académiciens. Élisabeth était fille de peintre et elle a rencontré la reine Marie-Antoinette qui lui a demandé un portrait et Marie-Antoinette impose également la nomination d'Élisabeth à l'Académie royale.
Puis, il y a le temps de l'exclusion où la Révolution française a marqué paradoxalement la fin de l'émancipation des femmes et les femmes n'étaient pas données la citoyenneté et c'était encore une raison pour refuser les femmes l'accès aux beaux-arts, le fait qu'elles étaient refusées de la citoyenneté. L'Académie royale mute pendant ce temps de l'exclusion après la Révolution et devient un institut avec l'École des beaux-arts et malheureusement, on retourne à l'état des compétitions sauvages entre les hommes et les femmes comme avant le XVIIIe siècle. Euh, Avant le XVIIIe siècle où il y avait ce rapport de force entre les hommes et les femmes. Malgré cette période difficile, il y avait d'autres artistes féminines puissantes comme Marie-Guillemine Benoist de 1768 à 1826. Donc, avant de fuir de la France, Élisabeth Vigée-Lebrun a également enseigné des femmes artistes et Marie-Guillemine Benoist était la plus célèbre et a créé des œuvres engageantes politiquement aussi et elle a réussi à représenter la peau noire, un défi de haut challenge à cette époque-là. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle le temps des scandales pour les femmes. Donc, pour les hommes, la création était valorisée, mais pour les hommes, c'était la procréation plutôt. Les femmes ont compris que si elles voulaient vraiment assumer une vie artiste, il ne faut pas se marier, et donc, pendant cette période, il y avait quand même quelques femmes artistes comme Rosa Bonheur qui affirmait publiquement son homosexualité et elle a entraîné deux histoires d'amour avec deux autres femmes artistes et elle a été une peintre animalière très forte. Berthe Morisot, de 1841 à 1895, a également était une femme artiste pendant cette période et euh, elle était pendant la période des impressionnistes et se concentrait sur la peinture en plein air, mais malgré tout cela, elle était moins reconnue comme artiste et plus comme la muse de Manet ou d'un autre artiste, je pense. Même sur son certificat de mort, elle était qualifiée comme n'ayant pas de profession, malheureusement. On passe finalement au temps des possibles pour les femmes et c'est le XXe siècle qui s'ouvre sur l'émancipation des femmes et les femmes réclament les droits de voter, d'aller à l'école, de créer des peintures et de la création en général. Les hommes, par contre, avaient peur que si les femmes étaient admises, que l'académie serait moins prestigieuse. Donc, malgré tout ça, en 1900, l'école des beaux-arts s'ouvre enfin aux femmes. Il a fallu 4 siècles pour que les femmes gagnent leur place dans le monde artistique. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast où nous allons parler de comment valoriser ces femmes invisibilisées de nos jours. Dans le passé, bien qu'il y ait certaines femmes comme Artemisia et Sophonisba, parmi d'autres, qui ont eu une connaissance, c'était pas une connaissance très durée, mais plutôt une connaissance qui éteignait vite parce que c'était après tout les hommes qui étaient chargés d'enregistrer ces détails de l'époque. Et souvent, vu que c'était des femmes, elles n'ont pas gagné vraiment une place dans cet enregistrement de données. On associe souvent les beaux-arts avec la beauté et une qualité d'être joli ou beau à regarder, mais ce vocabulaire a été plus associé avec le vocabulaire féminin pour décrire des œuvres d'art. Quelques femmes artistes comme Berthe Morisot, une peintre impressionniste, a créé des œuvres avec cette énergie féminine et ces mêmes vocabulaires dits féminins ont été utilisés pour caractériser ses œuvres. Les femmes occupaient souvent le rôle de muse, mais pas le rôle de créatrice parce que la création était dite masculine.
Et même Berthe Morisot était valorisée plus en tant que muse qu'en tant qu'artiste, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Mais les femmes ne devraient pas seulement être valorisées pour la beauté extérieure, mais aussi pour celle de l'intérieur. La beauté qu'on retrouve dans les œuvres issues de leur création, qui est une épreuve de leur beauté intérieure, à mon avis. Ces œuvres qui montrent la vraie bataille silencieuse que les femmes ont battue pendant 4 siècles au plusieurs niveaux, y compris à l'échelle artistique, à l'échelle sociale, comme avec le droit de voter et le droit de la citoyenneté, et à l'échelle éducative. Le vocabulaire féminin sont souvent liés à un esthétique extérieure comme avec les mots jolie et muse et quand une femme était parfois dite pas belle par les hommes, comme dans le cas de la femme artiste Rosalba Carrera, elle devait faire face à l'opposition masculine contre l'entrée à l'Académie royale. Mais en dépit de cela, elle a été admise comme la cinquième femme de l'Académie. Nous remarquons également des inégalités au niveau du vocabulaire féminin. Par exemple, il y a certains vocabulaires vulgaires féminins qui sont utilisés pour décrire des femmes et personnellement, j'ai même entendu quelques-uns de ces mots utilisés envers des femmes d'un race particulier, même comme pour moi, en parlant de moi, envers la race asiatique quand je m'assoirais à côté de quelques hommes, des mots tels que pute et ces mots-là qu'on ne retrouve pas dans un contexte masculin. Et donc, je pense que le vocabulaire qu'on associe avec les femmes sont très importants pour savoir comment vraiment valoriser une femme et par extension, l'être humain en général aussi. On pourrait comparer les femmes aux œuvres d'art où c'est vrai, la beauté extérieure est un aspect valorisé au fil du temps, plus pour les femmes que pour les hommes, mais aussi la beauté intérieure doit être valorisée plus, je pense. On doit souligner plus la beauté intérieure que la beauté extérieure. Un œuvre d'art doit souvent être plaisible aux yeux, mais aussi inciter la pensée et donc l'épanouissement intérieur. Ce qui veut dire une beauté intérieure ou le message intérieur qui est caché dans le toile. Et c'est ce que ces femmes artistes historiques nous montrent, que c'est pas un phénomène historique, mais même de nos jours, de savoir comment valoriser les femmes et les êtres humains en général, parce que chaque être humain n'est pas que le visage ou l'apparence extérieure, mais chaque être humain a un message caché en lui qui est son propre histoire et ses propres batailles comme un œuvre d'art. Souvent, en devenant artistes, les femmes avaient du mal à maintenir leur qualité féminine et elles risquaient de ne plus être considérées comme des femmes, ou de vraies femmes en tout cas. Il était important de garder leur identité sexuelle et souvent les femmes artistes faisaient cela à travers des autoportraits. Mais il était important de garder la féminité, même au milieu de ces époques difficiles pour les femmes, pour montrer ce que c'est la vraie force féminine. Parce que la vraie force féminine n'est pas à être exactement la même que les hommes, ou exactement la même que les hommes, ou d'être pareil aux hommes. Parce que si c'était le but, les femmes perdront leur identité unique propre et n'ont pas besoin de devenir masculines pour être valorisées comme des hommes ou de trouver la force, parce que la force se trouve dans leur propre féminité. La force pour ces femmes artistes était souvent en alimentant le côté féminin unique que les hommes n'avaient pas. Le pouvoir de la création, mais d'une manière et perspective que peut-être peu de gens avaient à ce moment-là, où c'est la création des enfants et la capacité de les mettre sur la terre et aussi d'être des créatrices artistiques. Artemisia, dans son œuvre d'art, montre une juxtaposition entre la naissance
qui est un moment souvent décrit comme étant tendre et doux avec ce qui ressemble à un meurtre où elle coupe la tête de l'homme qui l'a violée de manière sexuelle. Cette œuvre montre aussi la force féminine lors de l'accouchement que tous les hommes viennent des femmes. Et cela crée un paradoxe parce que c'est ces hommes mêmes qui arrachent la liberté des femmes, mais c'est les femmes mêmes qui ont même donné la liberté à travers la force de vivre à ces hommes. Le but de l'art n'était souvent pas d'abord de faire plaisir aux yeux, mais souvent le contraire. C'était pour manifester et pour présenter des nouvelles perspectives. Et c'était par le biais des nouvelles perspectives et en changeant des perspectives anciennes que les femmes allaient petit à petit prendre leur place dans le monde artistique. Elles devaient faire des œuvres non pas seulement peut-être beaux à regarder, tout simplement, mais qui manifestaient pour elles. Parfois, elles devaient aussi faire des œuvres indiscutables, qui laissaient aucun espace pour les critiques. Mais c'est souvent pas en suivant les règles et en plaisant aux gens qu'on forge un homme pour lui-même. C'est en, c'est en incitant la controverse, parfois, comme a fait la femme artiste Rosa Bonheur, qui a fait des peintures de 100 mètres pour occuper un espace dans le monde artistique pour elle-même, dans un sens aussi métaphorique que physique. Et c'était également important pour les femmes de créer leur propre réseau artistique. Et plusieurs femmes artistes comme Sophonisba et Artemisia ont inspiré d'autres pères à cultiver le talent de leurs filles et à aider primordialement la création du réseau des femmes artistes qu'on valorise aujourd'hui. On a besoin de ce réseau pour se valoriser en tant que femme mutuellement. Euh, c'est la fin de ce podcast et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. À bientôt.